Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Vous allez bien et tout et tout? Ouais? Cool! Aujourd'hui, super vidéo, vous allez kiffer, vous allez voir. Je suis passé à la radio, en tout cas j'ai enregistré sur la radio Arverne, en Auvergne, sur l'émission Malentendu d'Annette Martin en juin 2022. Et elle a été diffusée directement sur la radio le 11 octobre 2022. Donc avant ça, je pouvais pas vous en parler et tout et tout. Et du coup, j'ai décidé de vous faire écouter toute l'interview qui est vraiment cool sur ma chaîne. Cependant, il n'y a pas d'image. Vu que c'était principalement audio et une radio, on n'a pas du tout pensé à filmer. Donc j'ai mis un petit background et tout, mais faut bien écouter parce que tout se passe sur l'audio et non sur le visuel. Malentendu, Annette tient parole aux hommes. Tient parole aux hommes. Bienvenue sur Radio Arverne 100.2 dans mon émission Malentendu avec mon invité du jour, Marc-Édouard. Comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi? Eh ben impeccable. Alors Marc-Édouard, artiste, mais pas que, comédien. Exactement. Hein? Donc on va développer tout ça. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, ton âge déjà, 25 ans, ça va? Ça va, ouais, c'est ça, exact. Tout jeune, dans tout la jeune, vie active. Exactement, tout jeune, mais plein d'histoires à raconter. Mais plein d'histoires à raconter, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Donc, ton parcours est assez large et ton fil conducteur, c'est le dessin. Exactement. J'ai commencé à dessiner à 3 ans. Vas-y. Très bien, bah voilà, mon fil conducteur, c'est le dessin. J'ai commencé à dessiner quand j'avais 3 ans. La première chose que je faisais, c'était des personnages, voilà, avec des têtes rondes, des corps ronds, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de commencer ma vie en tant qu'artiste, entre guillemets, de me sentir bien, parce que c'est vrai que j'étais pas très bien accueilli à l'école déjà, les autres personnes ne voulaient pas trop me parler, j'étais vraiment très seul, et donc du coup le dessin c'était une manière de me sentir moins seul. D'accord. Et d'après toi, si cette histoire d'école, c'était dû à quoi? Parce que tu te mettais en retrait ou parce qu'ils étaient les gamins, on leur aurait mis des baffes plutôt? Bah, je sais pas pourquoi, mais j'avais un caractère très violent, donc déjà les gens quand ils étaient pas très cool avec moi, bah, j'étais tout de suite violent, donc ils s'écartaient de moi. Et je pense que j'ai toujours eu cette difficulté d'aller vers les autres, cette difficulté un peu introvertie, si je puis dire. J'ai toujours eu du mal de communiquer facilement avec les autres. D'accord. Parce que j'avais pas forcément confiance. Je me disais souvent, bon après j'étais jeune, mais je me disais souvent, est-ce que les autres me veulent du mal ou etc. Donc je faisais attention, quoi. J'avais toujours un pied en arrière, entre guillemets. D'accord, ok. Donc après, ils le ressentent, évidemment, et puis exactement. Ils en jouent. Oui. Alors, tu es allé dans une école privée dès la 6e. Exactement, oui. Donc c'était à but artistique avec pédagogie allemande, c'est ça? C'est ça, les pédagogies Waldorf-Steiner. Donc c'est une pédagogie allemande qui met en avant toute la partie, je dirais, manuelle de l'enfant. Ouais. Donc le but, c'est quand on arrive à l'école, le portable il est éteint toute la journée. On le met dans un garage à téléphone et toute la journée on va faire des pratiques artistiques. Bon, on a aussi des cours de français, de maths, etc. Mais on a beaucoup de cours de couture, des cours de rythmie. Donc c'est la danse du corps. On va danser l'alphabet par exemple. Voilà, on va se sentir bien dans son corps et on va voir tout ce qui va être après du dessin, des arts plastiques, on va tailler dans du bois, donc on faisait des sculptures en bois avec des maillets, des gouges, etc. Donc c'était, voilà, ça mettait vraiment en avant le côté artistique et ça permettait à l'enfant de développer sa créativité et voilà. D'accord, est-ce que ça te plaisait ça? Ah, moi j'adorais. C'était une certaine rigueur quand même, hein? Oui, quand même, mais en fait, vu que c'était une école privée, mes parents avaient vraiment très peur que je sois en public, parce qu'en public, voilà, les profs sont plus distants, ça peut demander une certaine concentration et on est un peu mis de côté, entre guillemets. Et vu que j'avais besoin de temps pour apprendre, mes parents, ils ont décidé de me mettre dans une école justement comme ça, dans lequel où je serais bien encadré par les profs et dans lequel je serais un peu en sécurité. Donc du coup, ça convenait bien à ma personnalité et l'avantage, c'est que c'était très, très artistique et très créatif. Et c'est là que j'ai découvert ma grande passion qui est le théâtre. Voilà. Ah, le théâtre. C'est un vaste programme, le théâtre. Alors raconte-nous un petit peu, tu as eu donc après tu as eu de la peinture, tu m'as dit de la couture, oui. Du dessin. Le théâtre, c'était quand même prédominant, donc qu'est-ce qui t'attire dans le théâtre?
En fait, c'est ça, ouais, c'est tout l'univers artistique avec l'école m'a amené au théâtre, parce qu'en fait, en 4e, on avait un challenge, un objectif, c'était de jouer une pièce de théâtre. Donc, on avait 1 mois à le travailler avec les profs. Donc, les profs choisissaient la pièce. Il a travaillé avec nous, donc ils avaient quand même une expertise là-dedans. Et donc, du coup, on avait 1 mois pour la préparer. On devait créer les costumes, on devait créer les décors, on devait du coup répéter avec les gens de la classe. Et après, on jouait directement à l'école parce qu'on avait carrément une scène. Donc, c'était un truc de ouf. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette expérience. Et le premier soir où je suis rentré chez moi, après cette première de théâtre, j'ai fait « waouh, j'ai envie de faire ça toute ma vie ». C'est ce sentiment d'accomplissement à la fin de la pièce, ce sentiment où en même temps j'étais stressé, mais en même temps quand j'y étais, j'y étais. Les gens rigolaient, ils étaient contents aussi de ma présence et j'avais toujours aimé le théâtre pour ça. Enfin, ça a commencé très vite parce que je pouvais dire une phrase et les gens étaient morts de rire alors que c'était pas un texte comique à la base. Et j'aimais cette relation avec le public et j'aimais un peu ce fait où je pouvais être qui je suis vraiment, en fait. Je pouvais m'exprimer ouvertement comme je voulais. Si je voulais faire le clown, si je voulais faire des choses avec mes mains, je le faisais, en fait. Personne ne me disait non. J'avais toute la liberté que je voulais pour être qui je suis. Donc, c'est cette première de théâtre, donc c'était dans une pièce de théâtre qui s'appelle L'Oncle d'Amérique. Et c'était juste incroyable. Je jouais un militaire très rigolo qui s'appelait, je ne sais même plus son nom, mais il était très rigolo. Et ouais, c'était magique. Alors, c'était une façon de te rapprocher des gens sans en être proche malgré tout, par rapport à l'école, de ce qui s'était passé avant. Oui. Donc c'est bien, parce qu'on a le public en face de soi, mais sans le toucher, sans avoir à avoir une proximité qu'on n'a pas envie. C'est ça, c'était une manière d'exprimer, de m'exprimer, mais sans être en direct face aux gens, parce que du coup, on les voit pas, les gens dans le public, il y a une lumière noire, il n'y a que nous qui sommes sur scène, donc je trouve que c'est assez beau, parce que c'est une manière de dire, écoutez, moi je m'exprime, vous me voyez m'exprimer, mais c'est comme s'il y avait un voile entre les deux. Et je trouvais que c'était une manière un peu à l'aise pour moi. Je me sentais comme une protection. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Alors, donc c'était une grande révélation, on l'aura compris. Tu as fait des stages de court-métrage aussi ? Oui. D'accord. Comment tu t'es tourné vers le court-métrage ? Alors, en fait, je me suis tourné vers le court-métrage grâce au théâtre. Donc, j'ai fait plusieurs années de théâtre. J'ai fait 1 année en conservatoire, après des années en loisirs. J'ai fait aussi de l'improvisation théâtrale. Et en fait, vers le court-métrage, si je puis dire, c'est vraiment le one-man show aussi qui m'a amené vers le court-métrage. C'est aussi Franck Dubosc, un grand idole que j'aime énormément, qui m'a amené là-dedans. Et c'est aussi mes parents qui ont vu que j'aimais tout ça. Donc, ma mère m'a dit... il y avait des stages de court-métrage, est-ce que tu veux essayer ? Parce qu'à chaque fois, ma mère, elle avait ce côté de dire, quand c'est les vacances, je t'inscris à des stages différents. Donc, je faisais plein de stages différents, one-man show, théâtre, clown, etc. Et j'avais comme ça découvert un peu le court-métrage dans un stage à côté de chez moi. D'accord, et tu t'éclatais tout le temps ? Je me suis éclaté, j'y suis retourné chaque année, je crois que j'ai fait à peu près 3 ans. Et ce qui était super dans ce stage-là, c'est qu'en fait, on pouvait un peu toucher à tout. C'est-à-dire au début, moi on me demandait quel rôle je voulais, donc c'était acteur au début, mais après j'étais clapman, donc en gros j'utilisais le clap, après j'utilisais la perche, après j'utilisais la caméra, donc c'était vraiment chouette parce que chaque personne pouvait un peu toucher à tout, et c'était vraiment un côté sympa pour connaître un peu le cinéma, mais dans tous ses aspects. Ouais, j'imagine. Alors, donc tu as fait un stage de court-métrage, d'accord, puis des études de graphisme. Oui. En fait, à la base, toutes mes études sont focalisées sur le graphisme pour une chose très simple, c'est que mes parents m'ont toujours dit le graphisme, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est en vogue et tu vas pouvoir en vivre financièrement avec ça. Mon père me disait toujours pour me rassurer, t'inquiète pas, le graphisme, c'est à côté du cinéma, mais ils m'ont toujours dit, écoute, si tu veux faire du théâtre professionnel, tu t'inscris tout seul, mais on ne te payera jamais d'école parce que, voilà, entre guillemets, ils avaient toujours peur parce qu'ils se disaient que c'était moins viable que du graphisme ou qu'un métier qui pouvait me faire vivre financièrement. Donc c'est pour ça que je suis allé vers le graphisme à la base. Voilà. Alors, tu as rencontré Cyprien et Norman, je crois. Tout à fait, oui. À quelle occasion ? En fait, alors... Là, j'en ai pas trop parlé parce que de toute façon, tout se mélange, tout va ensemble. Mais je suis youtubeur depuis 10 ans. Donc j'ai commencé mes vidéos en même temps, juste après le théâtre. En fait, le théâtre m'a amené aux vidéos, les vidéos m'a amené au one-man show, tout s'est mélangé en même temps. Et en fait, j'ai commencé les vidéos vers 2011, en même temps que Norman et Cyprien.
Et ça m'a vraiment passionné. Ils m'ont inspiré pour ce côté où on pouvait en fait faire du one-man show, mais à la caméra. Et bah, comme tu sais, moi j'avais du mal de toute façon à m'exprimer avec les gens. Donc la caméra, c'était un peu comme le théâtre. Et quand je pouvais pas être sur scène, bah, je pouvais me filmer. Et donc du coup, j'adorais YouTube par rapport à ça, parce que du coup, je pouvais être tout le temps sur scène en me filmant tout le temps. Et je pouvais m'exprimer quand je voulais, parce que ma caméra était gentille. Elle allait pas me juger, elle allait pas me critiquer. Et elle pouvait dire, bah, toi qui tu, bah, sois toi-même et exprime-toi comme tu souhaites. Et voilà, j'ai rencontré Norman et Cyprien grâce à mes vidéos, parce qu'elles ont un peu buzzé à un moment donné, enfin buzzé dans le terme où ça a bien marché, enfin ça a été visible. Parce qu'un youtubeur qui s'appelait du coup Antoine Daniel a partagé une de mes vidéos qu'il avait critiqué entre guillemets, et donc du coup la vidéo s'est propagée un peu partout. C'était un clip vidéo et les gens ont commencé à venir dessus, à critiquer, à mettre des pouces rouges, etc. Et c'est par ce phénomène-là que petit à petit je les ai rencontrés, j'ai joué dans une vidéo avec Norman, etc., etc. Donc je dirais c'est un peu cette histoire qui revient un peu à mon enfance, parce que finalement je m'exprime, je suis qui je suis. Donc à la caméra, sur mes premières vidéos, j'étais totalement fou, je criais, je chantais, même si je suis pas un chanteur, je chantais faux. Et en même temps, c'est vite arrivé dans le fait où je me disais ça me plaît pas non plus, parce que les gens étaient super méchants. Les gens étaient super méchants et je me disais, mais la caméra et tout ça, c'est un endroit où je suis en sécurité, et en même temps je suis pas en sécurité parce que ma vidéo a été très visible et les gens m'ont dit suicide-toi, pends-toi, c'est nul ce que tu fais. Ah ouais, quand même. Ouais, ça allait à ce moment-là, Non, mais ils se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir. Non. C'était, je sais pas si tu vois ce terme, c'est vraiment ce terme de haters, des gens qui sont là pour mettre des commentaires méchants, voilà, pour un peu se défouler. Peut-être qu'ils ont passé une mauvaise journée, ils vont se dire allez tiens lui il a l'air un peu nul, donc je vais mettre un commentaire, bah t'es nul, arrête ce que tu fais, machin. Et c'est vrai que c'était difficile à vivre, mais j'ai aussi aimé cette expérience, parce qu'au moins ça fait ma force de qui je suis, ma persévérance, et de dire que, comme ça je porte souvent ce message, c'est si vous avez envie de faire quelque chose. Moi, en l'occurrence, dans mes vidéos, si j'avais envie de chanter, je chantais alors que je chantais faux, mais je m'en fichais, je continuais à chanter faux, parce que j'aimais ça. C'était un peu montrez-vous. Montrez-vous, exprimez-vous, et même si vous êtes un peu différent, même si, je sais pas, vous êtes pas dans les normes, s'il y a des normes, entre guillemets, bah, on s'en fiche, quoi. Non, mais il n'y a plus de normes aujourd'hui, de toute façon. Alors, si on veut voir si on veut te voir sur YouTube, qu'est-ce qu'on tape sur Internet ? C'est très simple, vous tapez Marc-Edouard, donc mon prénom, Marc-Edouard Failly, donc F-A-I-2-L-Y, mon nom de famille, et là vous trouverez à peu près mes 160 vidéos sur ma chaîne YouTube qui a 13 000 abonnés. Ah ouais, donc c'est plutôt chouette, 13 000 abonnés. T'as laissé les parasites de côté, c'est très bien. C'est ça. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que pendant un temps, j'ai fait pas mal de pauses aussi sur les vidéos, parce que là, ça fait plus de 10 ans, mais j'ai pas tout le temps fait des vidéos tout le temps. Et à un moment donné, à force de rechanger mon travail, tous ceux qui critiquaient sont partis. Et donc, du coup, il y a moins de gens qui regardent, mais au moins, il y a beaucoup plus de pouces positifs, il y a beaucoup plus de personnes qui sont là à me soutenir. Donc, c'est comme quoi, avec le temps, les choses peuvent se transformer. Il faut jamais rien lâcher. C'est ça, exactement. Alors, un BTS audiovisuel, tu voulais continuer donc les vidéos, tu voulais travailler aussi, tu as vite trouvé un CDI, et tu me disais que tu as été un cas à part parce que tu as eu un CDI sans diplôme en France. Mais c'est pas magnifique, ça? Si, exactement. En fait, je pense que tu le vois bien, mais vous le voyez tous bien comme je dis là, mais j'aime bien casser ce qu'on va dire. J'aime bien les challenges, et c'est vrai qu'à l'école tous les profs me disaient si t'as pas le BTS tu trouveras pas de travail, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu le BTS parce qu'en fait je voulais pas faire ce BTS, c'est mes parents qui m'ont dit allez va jusqu'au bout, mais moi je voulais vraiment pas. Je passais mon temps à faire des vidéos, je faisais même des vidéos pour la chaîne YouTube de l'école, hein. Donc pour dire que c'était plus les vidéos qui m'intéressaient, mais mes parents voulaient pas que je lâche, et donc je suis allé jusqu'au bout. J'ai pas eu le BTS, et à la fin je me suis dit j'en ai marre qu'on me dise sans BTS tu iras nulle part, je vais essayer. Donc pendant 1 mois, je me suis concentré tous les jours, je regardais des offres d'emploi, je postulais à chaque offre d'emploi, j'envoyais plein de lettres de motivation, plein de CV, etc. Jusqu'au jour où une entreprise de communication m'a dit voilà, venez, on va faire un entretien ensemble. D'accord. Et là, alors ton père était pas loin, hein, je pense, au niveau du travail aussi. Tu avais créé un espace pour travailler avec lui ? En fait, ouais, c'est ça.
un peu plus tard, quand j'ai fait mon expérience professionnelle en CDI, ça m'a un peu énervé parce que c'était beaucoup de l'exécution et pas de créativité, et je suis un profil assez créatif, et donc même si je faisais des vidéos quand même à côté du travail, ça m'épanouissait pas assez, donc je suis arrivé à faire un burn-out, et après à ce burn-out là, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, et mon père allait revoir un peu ses locaux, donc il allait changer de locaux, et en fait je me suis dit est-ce qu'il y aurait une place pour moi, et c'était le moment de saisir l'opportunité, donc il a dit pas de problème, je te mets un espace dans mes locaux, et donc j'ai créé mon auto-entreprise pour travailler avec lui. D'accord. Et alors cette auto-entreprise, donc ça consistait en quoi? Quel était ton job à l'époque? C'était très simple par rapport à mes études, donc graphiste tout simplement. Ouais. Donc graphiste, c'est-à-dire je pouvais proposer des prestations de création de logos, de création d'affiches, de cartes de visite, voilà, tout ce qui est en lien avec le graphisme même. Et pour mon père, j'ai retravaillé sur toute son identité visuelle, donc vu qu'il a 7 entreprises, une holding qui comporte 7 entreprises en tout, j'ai retravaillé tous les logos, j'ai retravaillé toutes les cartes de visite, j'ai même retravaillé la partie vitrophanie de l'entreprise, donc les autocollants, etc. Donc c'était vraiment un vrai espace créatif pour moi, et je me suis vraiment éclaté là-dedans parce que j'ai même géré tous ces réseaux sociaux. Et en fait, l'avantage d'avoir créé ma chaîne YouTube, d'être allé sur Internet, de m'être filmé, etc., a fait que j'avais développé pas mal de compétences là-dedans, et donc j'ai mis ces compétences au service de mon père dans la gestion d'une chaîne YouTube, dans la création de vidéos pour lui, donc je filmais, je montais des vidéos aussi, et dans toute la gestion des posts sur les réseaux sociaux. Donc comme quoi l'expérience de YouTube pour s'amuser, c'était pour s'amuser au début, et même si ça me faisait pas vivre financièrement, les compétences ont porté ses fruits pour aider mon père. D'accord, donc il s'y est retrouvé finalement, tu vois? Oui, hein? Exactement. Alors, tu as eu l'opportunité de jouer dans un court-métrage, tu disais en freestyle. Oui. Obtenir un second rôle. Oui. Et tu as créé l'affiche du film, tu veux nous en dire un petit peu? J'ai adoré cette expérience parce que de mon côté, j'avais un peu mis de côté le théâtre parce que ça fait 5 ans que j'avais arrêté d'en faire. À la base, à un moment donné, je faisais du one-man show, et j'ai arrêté le one-man show parce que j'ai rencontré mon ex-copine là-bas, ça s'est mal passé vers la fin. Tout guillemets, on s'est moins bien entendu vers la fin. On a arrêté en même temps, et à ce moment-là, je suis jamais retourné vers la scène parce que ça me rappelait tellement des souvenirs, des beaux souvenirs, parce que j'avais créé tout ça aussi en partie avec elle, et je suis jamais revenu vers la scène. Donc moi, j'ai continué mes vidéos dans mon côté, et quand j'ai eu cette expérience d'un ami qui s'appelle JB, qui est à fond rockabilly et rock'n'roll. J'aimais beaucoup sa mentalité d'ailleurs parce que c'était juste chouette. Il venait casser les codes, tous les codes comme on dit, tous les codes par rapport au genre, au sexe, etc. Tout ça, et à la musique. Et donc du coup, cet ami JB, je l'ai rencontré par un autre ami qui est passionné de cinéma et de théâtre également. Et il m'a dit, tu veux pas jouer dans le court-métrage de JB? Je lui demande et tout. Moi j'ai dit, pourquoi pas. Au début, je devais être un petit rôle, et finalement, ça a bien matché. Et JB m'a dit, je te reconnais de tes vidéos, tiens, je vais te donner la possibilité d'être second rôle dans le court-métrage. Et c'était une expérience à peu près de 6 mois de tournage, etc. C'était juste incroyable, un court-métrage de 20 minutes, un court-métrage finalement qu'on a réussi à diffuser au cinéma à Paris. On a fait une représentation au cinéma dans une salle de 300 places, donc on était presque complet, et c'était juste une super expérience où j'avais la possibilité de faire tout ce que j'avais jamais fait, entre guillemets, d'être dans un court-métrage comme ça, d'être second rôle, d'être au cinéma, et en plus même au cinéma à côté de mon frère et de ma famille qui était aussi dans la salle. Donc c'était, voilà, si je peux dire, c'était un peu un rêve qui se réalisait, où en même temps je mettais en avant mes compétences de graphisme pour créer, comme tu dis, l'affiche, et c'était juste super, quoi. C'était juste super. La boucle était bouclée. C'est ça. Le rêve a été atteint, si je puis dire, au cinéma, avec des super potes que j'ai découverts, parce que je me suis fait plein d'amis comme ça. J'ai même rencontré du coup ma copine d'aujourd'hui dans ce court-métrage. Elle était en figuration, on s'était même pas parlé. Donc en fait, ma vie a beaucoup évolué, et je me suis beaucoup construit avec cette expérience-là qui était très très enrichissante, et qui était vraiment un peu, comme tu dis, le final, quoi, le feu d'artifice de ce que j'aime le plus. Alors, tu as fait un petit détour à nouveau, retour à la vie normale, retour avec ton père. Bon, l'ennui total, le rien du tout, mais bon, oui. Après, c'était une case obligatoire pour repartir sur autre chose, j'imagine. Tu avais besoin de contributions, il y a eu le confinement, il y a eu pas mal de choses. Et tu repartais de rien, tu as décidé de démarcher pour créer des CV sur mesure. Oui, en fait, comme tu vois un peu dans mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'ai des échecs ou des choses que je ne réussis pas, j'essaye de m'y confronter.
Et en fait, avec mon père, l'échec que moi j'ai vu comme un échec, c'était je définis mon projet professionnel par mon père et j'étais auto-entrepreneur, donc je me suis dit pourquoi je vais pas démarcher des clients, pourquoi je vais pas faire l'auto-entrepreneur, l'entrepreneur tout seul. Et donc je me suis dit allez, j'arrête avec mon père pendant un mois et j'ai envie de me confronter au terrain et voir qu'est-ce que ça fait de trouver des clients. Et en fait à ce moment-là j'ai eu une idée qui m'est venue. J'avais un ami en fait qui m'a dit est-ce que tu peux refaire mon CV? Et en tant que graphiste on n'aime pas trop faire les CV des gens. Je me suis dit pourquoi pas, et donc je lui ai fait et tout. Et en fait après, je me suis baladé sur LinkedIn et je me suis rendu compte que plein de gens, sur cette période-là, avaient des difficultés à trouver un travail et aussi avaient des CV lambda. Parce que aujourd'hui, il y a des sites qui proposent des templates faciles avec des graphismes prédéfinis. Le problème, c'est que pas mal de gens utilisaient ces graphismes-là et le problème, c'est que leur personnalité était moins mise en avant. Et je me dis, qu'est-ce que ça ferait si le recruteur voit une pile de CV avec des CV presque identiques d'un point de vue graphique? Donc je me suis dit, allez, avec mon expertise de l'identité graphique et du graphisme, je vais créer des CV pour les gens, mais pour mettre en avant leur personnalité, en retravaillant la typographie, les couleurs, la mise en page. Et je veux que chacun ait son CV comme quand il est dans la vie, comme quand il est au travail, et que ça se ressente pour le recruteur. Donc tu as voulu l'incorporer aussi en image? Oui. En fait, la première partie, c'est je l'ai incorporé en image, donc je crée des CV comme ça sur mesure pour les gens. Et la deuxième partie, c'est que je me suis dit, je vais incorporer des vidéos à l'intérieur. Donc le but, c'était que la personne se présente pendant 1 minute, donc elle fasse un petit pitch de présentation, et ensuite elle se filme, et moi j'insérais sa vidéo à la place de la photo dans le CV. Ça donnait un côté un peu digital, personnalisé, pour vraiment mettre l'humain en avant et vraiment se démarquer des autres, et le partager sur LinkedIn, ça pouvait être aussi un plus. Donc, c'était vraiment ma grande, un grand kiff aussi, si je puis dire, et c'était vraiment une nouveauté que j'aimais bien. Et mon autre objectif, c'était de me dire, j'ai envie de proposer ça ensuite à Pôle emploi, qui ensuite sont venus vers moi et m'ont proposé de développer une prestation pour eux. D'accord. Et là, ça en est où? C'est toujours d'actu ou pas? Non. Non. Et pourquoi? En fait, j'ai voulu voir plus grand. Donc ensuite, quand cette prestation s'est terminée pendant 1 an, j'ai voulu la proposer à d'autres Pôle emploi. Le Pôle emploi de la région PACA, donc un peu plus bas dans le sud, m'avait dit pourquoi pas, on va faire ça ensemble. Finalement, en fait, j'avais eu tellement de problèmes financiers, je voyais tellement grand, je voulais faire tellement de trucs, mais les finances ne suivaient pas, que je me suis dit, j'ai envie de diminuer un peu tous ces standards, toutes ces grandes ambitions, parce que je me sens pas bien avec mes finances. Et du coup, j'arrête, entre guillemets, Pôle emploi. Finalement, ils m'ont rappelé, mais pas le Pôle emploi de la région PACA, mais le Pôle emploi d'Auvergne m'a rappelé pour faire une prestation, mais en physique, avec les gens. Et finalement, ça devait se faire la semaine dernière, et ça s'est pas fait non plus, parce que je suis pas qualiopie, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'adore cette prestation, mais pour l'instant, on n'a pas porté ses fruits avec Pôle emploi. Ouais, non, mais il faut la relancer, même pas que par rapport à Pôle emploi. Hein. Je pense qu'il faut, il faut le dimensionner autrement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette prestation, parce que comme tu vois, mon profil, moi j'adore le théâtre, etc. C'était un bon parallèle de mélanger ce que j'aime le plus, qui est le théâtre, avec de la vidéo, et pour le transmettre aussi aux gens, pour se démarquer des autres, tout simplement, et aussi pour trouver le travail qu'ils souhaitent. C'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, tu veux retourner au théâtre pro, tu voudrais en faire ton métier. Oui, tout à fait. D'accord. Et tu voudrais le faire sur la région ou plutôt t'expatrier? Moi sur la région, parce que je suis arrivé en Auvergne par le biais de ma copine qui est née ici à Beaumont, et donc du coup en fait vu qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs, on s'est dit allez, on peut habiter où on veut, entre guillemets. Donc on s'est retrouvé en Auvergne depuis 1 an, et c'est vrai que depuis là, à chaque fois je me demande tout le temps, je me dis j'ai envie de refaire du théâtre, et là en fait depuis début juin j'ai trouvé un travail, et je voulais justement trouver un travail pour avoir une stabilité financière et pour un seul objectif qui était de reprendre des cours de théâtre en Auvergne. Et j'ai déjà ciblé une école parce que ma copine avait déjà fait cette école-là, c'est le Valet de Cœur, du coup à Clermont-Ferrand, super, très familial, etc. Je suis allé voir une pièce la dernière fois, la semaine dernière, du Roi Lear, etc. Et j'ai vraiment aimé. Donc l'objectif, ça serait de m'inscrire pour septembre 2022. D'accord. Ouais, mais de toute façon, on revient toujours à ses premières amours. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Exactement.
Et puis peut-être un petit coup de court-métrage, et puis peut-être un petit peu de CV au passage, à savoir. C'est ça. Le plus important, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que il faut pas mettre sa passion de côté, parce que le fait à force d'arrêter de monter sur scène ou d'arrêter de faire du théâtre, fait qu'on s'en éloigne, et j'ai l'impression de m'en être un peu éloigné, et j'ai envie d'en refaire même à côté du travail, le soir, en étant dans une école, mais de repratiquer, parce que ça me manque tout simplement. Et je pense que mon grand-père, lui, parce que j'ai un héritage familial, si je peux dire, mon grand-père était un passionné de vidéo. Il réalisait des films, des différents types de films documentaires sur des pays. Donc il allait par exemple en Thaïlande faire un reportage sur la Thaïlande, etc., le contexte, etc. Et en fait, il a sacrifié sa grande passion parce que tout simplement il n'arrivait pas à en vivre, et tout simplement il avait tellement investi dans ses caméras, dans son projet, qu'il a décidé du coup de dire je revends tout, j'arrête totalement ça et je le mets de côté. Et moi justement ce que j'ai envie de faire, c'est garder ce côté artistique et continuer à le pratiquer, parce que si je le mets de côté comme ça, j'y reviendrai jamais et j'aurai pas l'espoir d'un jour de vivre de mon rêve. Donc je me dis, je continue à le faire vivre, et un jour ça me fera vivre aussi. Voilà. Et donc, pourquoi pas monter ta troupe, pour le coup? Voilà, oui, tout à fait. Ça peut être un super projet, ça. Hein Alors, quelle est ta préférence? Les vaudevilles, tout Tu te dirigerais plutôt vers quoi? Quelque chose que tu imaginerais même, limite? En fait, moi j'adore l'humour, mais j'aimerais faire un mélange de vaudeville. Je vois pas forcément, je sais pas forcément, mais je dirais un mélange d'humour et de dramatique. Une comédie dramatique peut-être au théâtre, tout simplement. Parce que je trouve que l'humour c'est chouette, mais je trouve qu'aussi le fait de partager des émotions et des moments de vie peut faire prendre conscience aux gens de leurs problématiques, et aussi de faire prendre conscience aux gens de sujets difficiles dans la vie par l'émotionnel. Et je trouve que de jouer avec les émotions, c'est super important. Donc toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Tout ton parcours, est-ce que tu vis et tes projets sur le plan, dans ton fort intérieur, qu'est-ce que ça te procure? Ça me procure le fait d'être en vie, vivant, humain, vivant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi de porter ce message, de m'exprimer, parce que j'ai souvent eu du mal aussi à exprimer mes émotions, et c'est pas toujours quelque chose de bien vu en tant qu'homme. Même mon père, il arrive même pas à pleurer et me serrer dans ses bras. Mais moi, j'ai vraiment envie de porter tout ça, parce que c'est mon outil, l'outil émotionnel, c'est un outil que je maîtrise bien, et je pense que ça peut aider plus d'un, quoi. Ça peut aider plus d'un à s'évader ou à se reconnecter à ses émotions et à vivre, quoi, à vivre tout simplement. C'est une très bonne raison, j'ai envie de te dire. Écoute, il me reste à te remercier, Marc-Édouard, d'être venu dans Malentendu. C'était un super moment, je te remercie. C'est moi qui te remercie, et puis continue, surtout n'arrête jamais, parce que déjà t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, et je pense que tu peux créer de très très beaux projets. En tout cas, on te suivra avec attention. Merci d'avoir partagé tes passions. Merci, à très bientôt peut-être. Et à très bientôt. Annette tient parole aux hommes. Tient parole aux hommes. Les mardis à 13h30, retrouvez Annette dans Malentendu. Chaque semaine et dans une ambiance détendue, découvrez une personnalité masculine à travers son parcours personnel et professionnel. Annette tient parole aux hommes dans Malentendu, les mardis à 13h30 sur Radio Arverne 100.2 et sur radioarverne.com. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé mon petit passage à la radio. Si ça vous tente, et si vous êtes en Auvergne, vous pouvez aussi participer à l'émission. Annette recherche pas mal d'hommes pour interviewer sur vos passions, sur vos kiffs, sur votre travail, sur ce que vous aimez dans la vie. Et également, je vous invite à retrouver, si vous souhaitez, l'enregistrement directement sur le site avec le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve tous les mardis et jeudis à 18h. Et vous pouvez aussi me suivre sur Insta, @lemondedemarc. À très vite les amis, plein de bisous. Malentendu, Annette.